Oui. Bonjour à tous. Allez-y Vincent, commencez. Simplement pour vous remercier, nous sommes ici pour une bonne demi-heure et plus 6 questions à l'occasion de la sortie de cette note que vous voyez à l'écran à l'instant. Je ne vous en présenterai pas le compte-rendu, je laisse cette responsabilité à Thierry et Caroline Granier qui vous suivront. Et Louis Gallois commentera les résultats et vous pourrez ensuite échanger avec ces trois. Thierry ? Bonjour à tous, nous vous accueillons au nom de l'Observatoire des territoires d'industrie. C'est un programme de recherche qui a été créé il y a 2 ans à l'initiative de la Caisse des dépôts, à la fois la Banque des territoires et l'Institut pour la recherche, et de la Fabrique de l'industrie, rejoint par l'Association des communautés de France et l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. L'objet de cet observatoire, c'est d'essayer de mieux comprendre les dynamiques industrielles des territoires et comment les pouvoirs publics ou les différents opérateurs nationaux ou locaux peuvent favoriser ces dynamiques industrielles. Pour ça, on organise un séminaire mensuel autour du témoignage d'un ou plusieurs territoires et on réalise un certain nombre d'études. La première étude avait été présentée il y a 1 an et demi et elle consistait à demander aux économistes ce qu'ils pouvaient nous dire des facteurs expliquant les perspectives de développement d'un territoire. Et la réponse courte, c'est pas grand-chose. Lorsqu'on a un économiste distingué et qu'on ne peut pas expliquer le phénomène qu'on observe à l'aide de tout ce qu'on peut mesurer, on écrit l'effet local est la principale explication de la performance des territoires. C'est un peu comme lorsque les médecins de l'époque de Molière disaient que les maladies proviennent de l'accumulation d'humeurs malignes. Pas grand-chose. Et c'est pour ça que Caroline Granier et Pierre Elie ont essayé de regarder de plus près en quoi consistait ce fameux effet local, c'est-à-dire qu'est-ce qui faisait, à partir de ce qu'on pouvait comprendre des témoignages de tous les acteurs des territoires, et notamment les porteurs de projets des territoires d'industrie, que certains territoires, y compris spécialisés dans des secteurs en déclin, y compris loin des métropoles, y compris loin des grandes infrastructures, s'en sortaient parfois très bien. Donc voilà, Caroline et Louis Gallois vont maintenant vous présenter les résultats de l'étude. Merci Thierry, bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Donc avec Pierre Elie, mon co-auteur, et à partir des témoignages que nous avons recueillis lors des séminaires de l'Observatoire des territoires d'industrie, nous avons pu mettre en évidence le fait que l'industrie ne tombe pas du ciel. Les projets industriels vont se construire majoritairement à partir de ressources existantes ou construites, et c'est à ces ressources auxquelles nous nous sommes intéressés dans la note. Nous mettons en évidence toujours l'importance des ressources naturelles. N'oublions pas que historiquement et géographiquement, les activités productives se sont localisées à proximité des ressources naturelles. On a pu aller voir notamment le territoire de Lac-Potarbe, dont l'industrie s'est construite majoritairement autour de l'exploitation de gaz dont le territoire était doté. À côté de ces ressources naturelles, on a pu mettre en évidence le rôle des ressources matérielles, comme les infrastructures de transport. Le territoire Nord-Franche-Comté, que nous avons accueilli en séminaire l'année dernière, montrait bien que sa position centrale, aussi bien comme porte d'entrée vers l'Europe et vers les autres territoires de Paris, grâce notamment à l'existence de lignes ferroviaires, lui permettait d'avoir un certain dynamisme. Autre ressource matérielle extrêmement importante, celle du foncier. Bien sûr, pour avoir un site industriel, il faut avoir des bâtiments ou des terrains constructibles. Une troisième ressource que nous mettons en évidence, c'est l'importance des ressources financières. La quatrième, peut-être certainement aussi importante que les autres, c'est celle des ressources humaines. On ne peut pas avoir d'activité industrielle si on n'a pas de compétences. Compétences qui sont encastrées chez les individus, mais également dans les entreprises qui permettent la transmission de ces compétences
de génération en génération. Enfin, une dernière ressource que nous avons mise en évidence, c'est celle, bien évidemment, de la présence de réseaux d'acteurs qui permettent la coordination et permettent la réalisation des activités productives. Ces ressources, elles peuvent déjà exister sur le territoire ou alors être construites par les acteurs. Elles sont donc le fruit de l'histoire, de la géographie et de l'action humaine. Mais ce qu'on montre également dans la note, c'est qu'il faut les activer pour réussir à atteindre des performances de territoire. Et pour cela, il y a un élément qui apparaît essentiel, c'est la mobilisation des acteurs locaux autour de projets communs, d'un horizon commun, voire d'une identité industrielle. Cette identité industrielle était d'ailleurs très clairement visible sur le territoire de Saint-Nazaire, où on a vraiment cette culture autour des chantiers de Saint-Nazaire qui permet aux habitants de la ville de se caractériser comme territoire industriel. Toutefois, cette activation des ingrédients doit se saisir de l'ensemble des ressources que je viens de vous citer. En effet, il ne suffit pas d'être à proximité d'un port pour devenir le leader de la construction navale. De la même manière qu'il ne s'agit pas d'être à proximité de la Saône, dans le cas du Grand Chalon, ou d'être à proximité d'une mine pour atteindre des performances industrielles. Il ne s'agit pas non plus de considérer seulement les dirigeants d'entreprise ou les seuls élus pour mettre en place un projet de territoire. Il faut inclure l'ensemble des fournisseurs, les élus, les financeurs, voire les citoyens. Et le point justement qui consiste à dire qu'il faut intégrer les citoyens est extrêmement visible aujourd'hui dans le cas des projets de transition écologique où la question de l'acceptabilité de chaque partie prenante au territoire fait partie de la recette pour mener à bien un projet de transition écologique. L'existence de ce projet commun, de cet horizon commun, permet à chaque territoire de trouver la bonne combinaison de ressources pour créer sa dynamique en matière d'emploi. Car ce qu'on montre dans la note, c'est qu'il n'existe pas de recette unique qui s'appliquerait à tous les territoires. Et cette notion de combinaison, c'est essentiel. On voit bien sur l'ensemble des territoires que nous avons pu accueillir en séminaire que la question de pénurie de main-d'œuvre est intimement liée à celle de la pénurie de logements résidentiels, la présence de services, des écoles, des hôpitaux. Également, la pénurie de main-d'œuvre est liée à la pénurie de postes pour les conjoints. C'est pourquoi, par exemple, la réussite de Saint-Nazaire est liée non seulement, bien sûr, à l'existence d'infrastructures qui permettent la construction de gros paquebots, mais aussi au fait qu'il existe des écoles de formation, qu'il y a des actions en matière d'attractivité. Par exemple, si on veut attirer plus de main-d'œuvre, il faut aménager la ville de telle sorte à ce qu'elle offre une qualité de vie qui soit satisfaisante pour les futurs travailleurs. Ils ont notamment réaménagé le front de mer. De la même manière, Polactar s'est saisi de l'exploitation de gaz, mais autour de ça, s'est également saisi de sa proximité à Toulouse et a permis le développement de compétences dans la gestion énergétique. C'est ce qui lui permet aujourd'hui, malgré la fin de l'exploitation de gaz sur le site de Lac, de se réinventer. En d'autres termes, l'accumulation de compétences autour de la gestion énergétique lui permet aujourd'hui, en fait, de rentrer dans la phase de transition écologique et de mettre les compétences accumulées dans le temps au service de cette transition. Donc, on voit bien que la combinaison de ressources est essentielle pour assurer le succès à la fois présent, mais aussi futur. Donc, ainsi, le fait que l'on ne construise pas l'industrie à partir de rien et que les performances s'expliquent par la bonne combinaison de ressources fait qu'on ne peut pas décider au niveau public, étatique, d'une localisation pour qu'elle se produise et qu'elle mène au succès industriel, ni de dupliquer une recette qui aurait fonctionné d'un territoire sur un autre territoire. Par conséquent, la question que l'on peut se poser, c'est comment peut-on créer les conditions du succès sur les territoires et quel est le rôle de l'action publique? Et je laisse la parole à M. Gallois pour répondre à ces questions. Merci beaucoup Caroline, merci
surtout aux deux auteurs, Caroline Granier et Pierre Elie, pour leur travail. Je l'ai trouvé très intéressant. Je ne peux évidemment que vous recommander la lecture de ce document. J'en tire, moi, deux enseignements. Le premier, c'est que la réindustrialisation des territoires, ben, c'est possible. Nous avons des cas, nous voyons qu'il y a des territoires qui sont dynamiques, qui attirent, dans lesquels il y a de nouvelles implantations industrielles. Je ne fais pas la liste, mais elle est connue. C'est la Vendée, c'est le bassin d'Oyonnax, c'est la Mécanique Vallée autour de Figeac, de Casseville, etc. Même des régions qui souffrent montrent du dynamisme. Je pense au bassin d'Alès. Et Caroline a évoqué évidemment Saint-Nazaire, mais Saint-Nazaire, je dirais que c'est une aventure industrielle ancienne et qui prospère, notamment avec deux locomotives qui sont Airbus d'un côté et les chantiers navals de l'autre. Alors, ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement que je tire de cette étude, c'est que les ressorts, ils viennent du territoire lui-même. C'est-à-dire que les conditions objectives existent, mais elles ne sont pas dominantes. Ce qui est dominant, c'est la capacité du territoire à exprimer son énergie et surtout la capacité des acteurs locaux à travailler ensemble, à avoir des objectifs communs, une vision commune de leur territoire. Que ces acteurs, ce sont les entreprises, ce sont les élus, ce sont les établissements d'enseignement, de formation. Je pense par exemple à l'école des mines d'Alès, pour Alès que je citais. J'aurais d'ailleurs ajouté un petit point dans le document qui est les questions d'image. Il y a des territoires qui attirent par leur image, donc il faut être capable de créer une image. Et évidemment, il n'est pas très difficile de créer une image à Saint-Nazaire quand vous pouvez faire du bateau juste à côté, que vous avez accès à la mer, etc. C'est plus difficile ailleurs. Et pourtant, je suis persuadé qu'on arrive à changer les images en y travaillant dessus. Alors, quelle est la question, c'est l'action publique, qu'est-ce qu'elle peut faire là-dedans? Elle n'existe qu'en appui des dynamiques locales. Si cette dynamique n'existe pas, on arrose le sable. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des acteurs locaux qui se prennent en main, s'il n'y a pas des acteurs locaux qui travaillent ensemble, l'action publique, que ce soit celle de l'État ou celle de la région, ne suffira pas. On s'est aperçu qu'il y avait des territoires, je crois que c'est un des enseignements de territoires d'industrie, il y a des territoires où ces dynamiques existent, puis il y a des territoires où ces dynamiques n'existent pas, pour différentes raisons, soit des attitudes victimaires, soit une attente quasi exclusive de l'action de l'État et on attend tout de l'État, soit parfois cela peut exister et il faut y veiller, le refus de voir s'implanter des industries parce que on estime qu'elles dégradent le paysage, qu'elles polluent ou qu'elles vont perturber des équilibres locaux. Et je crois que dans ces cas-là, il faut que l'action publique soit extrêmement prudente parce qu'elle peut être inefficace. Je pense que l'action publique, elle peut se développer en créant les conditions de l'attractivité du territoire. C'est le territoire qui va attirer, mais les conditions de l'attractivité peuvent dépendre de l'action publique. C'est d'abord les infrastructures. La mise en place d'infrastructures. Par exemple, pour Alès, où je suis beaucoup cet exemple, il n'y a pas encore de route à 4 voies entre Nîmes et Alès. Il y a un bout, il manque une quinzaine de kilomètres. Qui fait une sorte d'enclavement pour cette ville qui est adossée aux Cévennes. Le très haut débit, une grande partie du territoire national n'a pas accès au très haut débit. Et je crains que pour des régions un peu excentrées, il faille attendre encore un certain temps. Or, l'industrie ne s'installe pas dans les métropoles qui sont, elles, qui disposent des infrastructures fibrées. Je me demande s'il ne faudrait pas chercher une voie satellitaire pour
la couverture de très haut débit du pays en très haut débit, parce que c'est devenu absolument essentiel. Le système de formation, vous l'avez, Caroline, insisté dessus, depuis le CFA jusqu'au BTS et parfois également, bien sûr, la présence d'universités et de laboratoires de recherche. Il peut y en avoir dans des villes de taille moyenne et je pense que c'est absolument essentiel pour ancrer une capacité intellectuelle sur le territoire et une capacité de dialogue pour les industriels. Les services publics, c'est également essentiel. Je discutais avec un maire un jour, il m'a dit comment voulez-vous que j'attire dans ma commune, il n'y a plus de maternité, la SNCF n'a plus personne au guichet, il n'y a plus de poste, les impôts sont partis. Qu'est-ce que vous voulez comment voulez-vous que j'attire dans ma ville? Et je dois dire que c'est une véritable question. Il va falloir réinventer un aménagement du territoire. Et je pense que c'est ça que l'État et les régions peuvent faire. C'est apporter cet écosystème favorable. Il y a enfin un dernier point, c'est la réglementation. Il faut à peu près 2 ans pour implanter une usine en France. 2 ans de procédure. Il en faut 6 mois en Allemagne. Je pense qu'il faut se poser. Remarquez, l'usine Tesla montre que ça peut être plus long à Berlin, mais enfin bon, en moyenne, il faut 6 mois en Allemagne. Cela veut dire qu'il faut que nous réfléchissions à la simplification de nos réglementations et à l'accélération des procédures. Il y a une question de disponibilité des terrains. Il est clair qu'actuellement, on cherche à limiter l'artificialisation des sols, ce qui veut dire que les terrains deviennent rares et que l'on construit essentiellement, on cherche à construire sur les friches industrielles. Mais est-ce que cela serait suffisant? Il y a des villes qui n'ont pas de friches industrielles, qui sont des territoires nouveaux pour l'industrie, et je crois qu'il est absolument essentiel qu'on puisse dégager du foncier. Et enfin, j'insiste, mais en faisant très attention, il y a un certain nombre de réglementations environnementales qui posent de véritables difficultés aux industriels. Je pense qu'il faut des réglementations environnementales, ça va de soi, mais il faut veiller à ce que ces réglementations environnementales puissent être mises en œuvre dans des conditions qui ne paralysent pas complètement l'implantation industrielle. Voilà un grand nombre de choses. Caroline a eu raison d'évoquer aussi, in fine, eh bien, on accueille des personnes sur le territoire, des salariés, on accueille leurs familles. Et il faut que ces familles se sentent bien sur le territoire. C'est une question d'école, c'est une question de logement, c'est une question de loisirs, c'est une question d'accès à un environnement agréable. Et tout cela, évidemment, pèse lourd dans les implantations industrielles, surtout lorsqu'il s'agit d'entreprises internationales qui font des analyses extrêmement objectives et avec des critères très précis. Et cette question de notre activité, notamment notre activité des familles, est pour eux et pour elles est essentiel. Voilà ce que je voulais dire. Donc, encore une fois, je me résume. L'action de l'État, l'action des régions, puisque les régions maintenant ont de grosses responsabilités économiques, elle est d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur le dynamisme local. Et s'il n'y a pas de dynamisme local, je crois qu'il est extrêmement difficile à l'État lui tout seul ou à la région toute seule de créer les conditions du développement industriel. Donc, faisons fond sur les dynamismes locaux, expliquons-le aux élus, expliquons-le aux entreprises, c'est largement entre leurs mains. L'État doit venir appuyer, les régions doivent venir appuyer, mais c'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera, il faut d'abord aide-toi et il faudra ensuite que le ciel aide. Et encore une fois, je crois qu'il faut que nous soyons capables de réinventer un aménagement du territoire qui soit favorable au développement industriel. Merci.
Nous pouvons ouvrir à présent les questions-réponses. Isabelle Malsan, oui. Bonjour. Je voulais savoir, à partir du travail que vous avez effectué, moi j'aime bien les exemples concrets, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de réindustrialisation qui a bien marché et un exemple concret de réindustrialisation qui ne marche pas ou qui n'a pas marché? Là, d'après l'étude que vous avez fait ou le document que vous avez établi. D'un site. Je peux donner un exemple de ce qui a marché. Le bassin de Vitré. Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend très bien. On vous entend très bien, monsieur. Oui, le bassin de Vitré. Vitré est une ville qui est en Bretagne, pas très loin de Rennes. Et l'action conjointe d'un certain nombre d'acteurs locaux et du maire de Vitré, qui est Pierre Méhaignerie, assez connu, a fait que cette ville a connu un développement d'activité tout à fait remarquable. Je pourrais prendre le bassin de Figeac, avec là aussi la conjonction entre un industriel et un maire qui était Martin Malvy, qui ont réussi, en profitant évidemment de la dynamique de l'aéronautique dans cette région, ont réussi à développer une industrie qui s'étend maintenant jusqu'à Decazeville. Et moi, j'ai été directeur général de l'industrie, j'ai géré la décadence de Decazeville. Je peux vous dire que dans les années 80, Decazeville, c'était une région extraordinairement difficile. Et je constate que maintenant, cette région s'est reprise en main et qu'on y voit des activités nouvelles qui se développent. C'est beaucoup plus gênant de citer des endroits où ça ne marche pas, parce que je ne veux pas accabler tel ou tel. Donc, je m'abstiendrai, mais je crois que c'est très difficile, par exemple, un endroit qui est... Enfin, les endroits de vieille industrie sont ceux qui ont le plus de difficultés à redémarrer. Les endroits de vieille industrie où il y a eu, je cite Decazeville, donc c'est un contre-exemple, mais il y a des endroits de vieille industrie où il est très très difficile de faire revenir, de retrouver du dynamisme, de retrouver de l'énergie et de faire rebondir ces territoires. On a de bons exemples dans le bassin minier. Il y a des endroits où mon jugement serait considéré comme excessif parce qu'il y a des éléments de dynamisme. Mais vous avez des villes qui souffrent énormément et dont on sent qu'elles n'ont pas retrouvé le dynamisme qu'elles avaient dans le temps. Je ne veux pas en citer pour vous accabler, mais je pense que vous en avez certaines à l'esprit. Madame Bellèche, vous posez la question, qu'entendez-vous par l'identité d'industriel d'un territoire? Oui, je précise ma question. Oui, vous avez parlé d'avoir un horizon commun, de sentir une identité industrielle. Alors, c'est un peu abstrait. Qu'est-ce que vous entendez par là, en fait? Est-ce que c'est un secteur, je ne sais pas, Saint-Nazaire, la construction navale, mais il y a aussi de l'aéronautique, comme le disait M. Gallois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça englobe pour vous? Et, on met également en avant dans la note, mais ce qui avait aussi été mis en avant dans la première note, dans le cadre de l'analyse quantitative de l'effet local, c'est que la spécialisation industrielle, donc le fait de définir un territoire à partir de sa spécialisation industrielle, n'expliquait pas forcément sa dynamique en matière de création d'emplois. Donc le sens qu'on donne à identité industrielle va bien au-delà de la seule spécialisation autour d'un secteur, construction navale, aéronautique ou automobile. Ce qu'on met en avant notamment, c'est que peut-être au lieu de définir un territoire à partir d'un secteur d'activité qui serait prégnant sur ce territoire, ce serait bien aussi d'aller voir plutôt une définition en termes de compétences. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que des compétences qui ont été accumulées peuvent être déployées au fur et à mesure des années, voire des siècles. Ça prend du temps. Encore une fois, l'industrie ne tombe pas, ne se construit pas à partir de rien. Mais par exemple, le fait d'avoir des compétences en matière de, par exemple, je sais pas,
tabac, de textile, de soudure, etc., on peut très bien redéployer cette compétence-là de l'industrie navale à l'industrie ferroviaire. Donc, identité industrielle, pour nous, ça va bien au-delà de la spécialisation industrielle. Ce sont à la fois des compétences industrielles et puis, effectivement, ce que M. Gallois évoquait, c'est aussi le sentiment d'appartenance et le fait de caractériser son territoire par un aspect industriel. C'est à la fois une culture et peut-être des compétences, plus qu'une spécialisation sectorielle. Pour compléter la réponse de Caroline et au risque de déflorer un peu une de nos prochaines publications, on étudie actuellement le territoire d'Alsace centrale qui n'a pas de spécialisation particulière, mais où il y a une culture industrieuse, une culture de PME et de TI très dynamique, très familiale, une main-d'œuvre très qualifiée et qui a une image positive de l'industrie. Et ce territoire s'en sort bien sans s'appuyer sur un secteur particulièrement en pointe ou dynamique. C'est la même chose du bassin des Herbiers en Vendée, qui est un bassin extrêmement dynamique sur le plan industriel. Il n'y a pratiquement pas de chômage aux Herbiers. Hein. C'est très impressionnant. Et là, il n'y a pas de spécialisation industrielle affirmée, même si il y a quelques activités liées à la mer. Ce n'est pas... il n'y a pas de spécialisation industrielle. Thierry a parfaitement raison. Je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est un ensemble d'acteurs qui a décidé de jouer le jeu de l'industrie. Et alors, évidemment, il faut trouver les compétences. Et on revient à la question de Caroline, c'est-à-dire qu'il faut que ce bassin soit capable de sécréter ses compétences, soit on l'aide pour cela en installant les structures de formation nécessaires. Et je pense que là, l'État peut jouer un rôle. L'État et la région qui est chargée de la formation. Sur les mesures qui ont été prises suite au rapport Kasbarian sur les territoires clés en main, enfin les territoires, les lieux d'implantation clés en main pour les entreprises, est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens? Ça, je pense que je connais déjà la réponse, mais est-ce que c'est suffisant en masse? C'est-à-dire, est-ce que ce sont plutôt, autant que vous sachiez, des points précis, des choses un peu anecdotiques, même si elles sont intéressantes, ou est-ce que vous pensez que c'est susceptible de faire justement redémarrer les implantations industrielles? Je crois que la présence du foncier, d'un foncier équipé est absolument décisive. Donc, je dirais que c'est une condition nécessaire. Est-ce que on peut faire ça partout et avec une très grande ampleur? Il ne faut pas non plus qu'on aménage je me souviens, moi, dans ma jeunesse, des zones industrielles où il n'y avait pas d'industrie, mais il y avait où le territoire, le foncier était aménagé et on n'arrivait pas à tirer de l'industrie. Donc, il y a une sorte de dialectique entre l'arrivée d'usines nouvelles et l'aménagement du foncier. Mais la question du foncier est décisive et elle est un handicap pour un certain nombre de villes. Et il faut que les pouvoirs publics, régionaux, locaux, regardent ça de très près pour faire l'analyse des endroits où c'est véritablement un point de blocage. Ça me paraît tout à fait essentiel. Alors, est-ce que les mesures prises actuellement sont suffisantes? Je n'ai pas d'évaluation personnelle qui me permette de répondre à cette question. Plus globalement, je trouve que la démarche territoire d'industrie est intéressante. D'ailleurs, elle suscite un gros intérêt de la part des territoires, puisqu'il y a une masse de projets considérable qui a été présentée, qui s'est portée candidate, et je crois que la démarche qui a consisté à dire on aidera les projets que les territoires seront capables de mettre en œuvre était une démarche qui allait plutôt dans le sens de ce que j'indiquais, c'est-à-dire partir des initiatives des territoires. J'ai trouvé que c'était plus globalement une démarche utile. Je pense que ça mérite qu'on lui donne encore plus d'ampleur.
Peut-être Guillaume Basset souhaite compléter la réponse. Bonjour à tous. Non, non pas forcément. J'étais plutôt en position d'écoute, mais dire qu'effectivement, ce que disait M. Gallois, hein, donc, il y a environ 1700 projets qui ont été remontés depuis 2 ans, donc sur 148 territoires. Donc, il y a en moyenne une dizaine de projets par territoire, des projets qui sont d'ampleur variable. Il peut s'agir par exemple d'une bourse de l'emploi du conjoint, pour rejoindre les propos de Caroline, ou à l'inverse, un projet beaucoup plus structurant, par exemple la création de l'usinerie à Chalon-sur-Saône, où là, il s'agit de construire un centre de formation sur l'industrie 4.0. Donc, à l'occasion du plan de relance, le soutien du programme a été intensifié à travers un fonds de 700 millions d'euros, cofinancé en partie aussi par les régions. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement d'aller encore plus loin. Il y a à date 600 projets qui ont été accélérés. Mais l'enjeu, c'est aussi de poursuivre cette dynamique bottom-up, puisqu'en fait, effectivement, on peut mobiliser tous les financements qu'on veut. Si il n'y a pas ce terreau local favorable, ça ne peut pas fonctionner. Compléter sur les propos concernant le foncier, on a eu un cas lors d'un séminaire d'un industriel en fait, qui venait de s'implanter dans un bâtiment rénové, mais au bout de 6 mois, en fait, son activité avait tellement cru que le bâtiment n'était plus suffisant pour parvenir à produire l'ensemble des biens demandés. Donc, par rapport à la question, est-ce que les sites clés en main, c'est une condition nécessaire? Oui. Suffisante, non, parce qu'au fur et à mesure de l'activité, on rencontre toujours de nouvelles problématiques liées au foncier. Et là, c'était comment on peut justement adapter la demande de foncier finalement à l'évolution de l'activité productive. Donc, il y a aussi finalement l'évolution dans le temps qu'il s'agit de prendre en considération. Anne-Sophie avait une autre question, je crois. Oui, je voulais vous demander si de tous ces séminaires, de tous ces territoires que vous avez entendus, est-ce qu'il y a un élément nouveau qui vous a surpris, que vous n'aviez pas anticipé dans la création de dynamisme industriel, que ce soit réindustrialisation ou nouvelles activités? On a mis en évidence le fait qu'un élément qui était extrêmement important, c'était la mobilisation autour d'un horizon commun, d'un projet commun. Et pour arriver à ça, pour arriver à fédérer différentes parties prenantes qui, à la base, n'ont pas du tout les mêmes intérêts, des intérêts un petit peu divergents, il est nécessaire d'avoir des personnes qui jouent un peu le rôle de pivot. C'était l'objet du séminaire, notamment du mois d'avril, autour des entrepreneurs locaux. Une personne qui nous apparaît complètement nécessaire pour la réussite des projets industriels, c'est par exemple les chefs de projet territoire d'industrie. On sent vraiment qu'ils sont là et qu'ils font le lien entre les différents, les industriels, les élus, Pôle emploi, Action Logement, les citoyens. On a besoin de personnes en fait qui arrivent à coordonner en fait à la fois les intérêts de chaque partie prenante au territoire. Donc ça, c'est des ressources qui ont été, je pose la question plutôt à M. Basset, qui ont été mises en œuvre par l'État, ces chefs de projet territoire d'industrie, c'est ça? Ou c'est chaque communauté d'agglo qui les trouvait? Alors, ce sont des chefs de projet qui sont effectivement dans les intercommunalités, et l'État, pour les territoires les plus fragiles ou les territoires les plus vastes, c'est-à-dire où il y a plusieurs intercommunalités, à cofinancer 30 chefs de projet dans 30 territoires et va en rajouter 15 supplémentaires. Donc, on sera à peu près à environ un tiers des territoires qui bénéficient d'un coup de pouce financier de l'État. Mais voilà, mais ce sont des gens ce sont des agents des collectivités locales, ce qu'on appelle des développeurs économiques, des gens qui savent parler aux industriels et aux élus. Un élément nouveau pour répondre à la question de Mme Bellage qui nous est apparu, alors c'est peut-être plus l'effet de la crise du Covid que de cette politique, c'est une nouvelle appétence pour l'industrie, enfin un autre regard beaucoup plus positif sur l'industrie
que portaient des gens qui, en général, ne sont pas très concernés. Par exemple, dans la région Grand Est, quand ils ont eu des problèmes de rupture de chaîne d'approvisionnement, ils ont lancé une initiative de plateforme permettant à des industriels qui, en général, se fournissaient à l'étranger de trouver rapidement dans la région des fournisseurs capables de les dépanner. Et parfois, ça a conduit à un changement de cartographie des fournisseurs parce que les industriels se rendaient compte qu'il y avait des fournisseurs proches et que être locavore quand on est industriel et qu'il y a une crise logistique, ça peut aider à être en bonne santé. Donc la crise a accéléré quelque part les relations dans ce cas-là. Elle a montré la fragilité qu'avait provoqué la désindustrialisation qu'avait connue la France sur une tendance longue et que cette fragilité devenait tout à fait intolérable quand les gens se rendaient compte qu'on n'avait pas la capacité de produire des médicaments ou des masques en cas d'urgence dans le pays. Donc les gens ont compris pourquoi, enfin, des gens qui ne se souciaient pas beaucoup d'industrie ont compris pourquoi avoir un tissu industriel dense était un élément de résilience face aux crises. Louis, vous n'avez pas votre micro. Oui, je me contentais de dire absolument. Je partage totalement ce que vous venez de dire, Thierry. Et sur ce nouvel attrait lié peut-être à la crise Covid et aux dépendances qui sont apparues, est-ce qu'il n'y a quand même pas toujours ces freins d'accord pour l'industrie, d'accord pour la réindustrialisation, mais comme on dit en bon français pour Père Louis Gallois, not in my backyard, quoi. C'est d'accord, mais pas chez moi parce que ça sent mauvais, parce que ça risque de faire du lubrizol, etc., etc. Est-ce que il y a moyen de le faire évoluer? Est-ce que ça évolue? Je pense que vous avez tout à fait raison. Et c'est un travail de très longue haleine de faire évoluer l'opinion qui est travailler dans l'autre sens. Il faut bien le dire très, très clairement. On n'arrête pas d'expliquer que l'industrie pollue, que l'industrie abîme, qu'elle artificialise les sols, etc. Et que c'est dur de travailler dans l'industrie. Et si nous ne sommes pas capables de renverser cette image, de montrer que l'industrie, au contraire, comme le disait Thierry, c'est une des conditions de la résistance, je préfère ça, résilience, je ne sais pas ce que ça veut dire résilience, mais la résistance d'un pays aux crises, que c'est la condition aussi de son dynamisme en matière de développement de nouveaux produits, d'innovation, etc. Et il faut que nous soyons capables de porter un discours qui donne une image positive de l'industrie, aussi bien auprès des jeunes pour qu'ils s'engagent dans des formations industrielles, qu'auprès des territoires pour qu'ils acceptent de l'industrie qui crée de l'emploi, qui crée de l'activité. Il faut savoir que quand vous implantez un emploi industriel, vous implantez autour de 3, 4 emplois non industriels. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que nous arrivions à faire passer. C'est un des objectifs de la fabrique de l'industrie qui, avec ses moyens modestes, mais ses moyens, est engagé dans ce combat de promotion de l'industrie pour tous. Si vous me permettez une remarque de lecteur des différentes notes et études de terrain, ce phénomène NIMBY, Not in My Backyard, est incontestable, à mon avis, à échelle très locale et lorsque le projet est déjà tangible et sur le point de sortir de terre. Mais avec une loupe à peine plus large, quand on regarde comment est-ce que les territoires, par exemple, s'emparent d'un dispositif territoire d'industrie, ce n'est pas tellement ce phénomène qui s'exprime, c'est plutôt celui de la confiance ou de la mobilisation des acteurs dont on parlait tout à l'heure. J'ai en tête 2 témoignages. Lorsque Territoire d'industrie a été proposé pour la première fois et que, pour faire court, personne ne comprenait précisément de quoi il s'agirait, il y en a qui ont dit, bon, on n'a pas bien compris, on a tous pris notre vélo et on est allé à 6 à la réunion, et d'autres ont dit, vous pouvez faire la réunion, mais ça sera sans moi, jamais je participerai à ce truc-là. Et donc, la confiance, ces réactions d'ailleurs, je le précise, sont indépendantes de la présence d'industrie
déjà active sur les territoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des territoires qui seraient déjà acquis à l'industrie et d'autres pas. C'est juste une question de confiance locale et de capacité des acteurs à dépasser leur chicaya quotidien pour se mobiliser. Et là, on n'est pas dans le phénomène du NIMBY. C'est-à-dire qu'il y a un premier rempart à vaincre qui est ce que Caroline a appelé l'horizon commun, c'est l'envie d'industrie. Je crois quand même, Vincent, qu'il ne faut pas minorer le fait que un certain nombre de territoires considèrent que l'industrie, c'est bien, mais que ça serait mieux que ça soit pas sur le territoire, que ça soit pas trop proche des habitations, que ce soit pas trop proche, pas trop visible, que évidemment ça ne sente rien, etc. Je ne veux pas minorer le fait que un certain nombre de forces s'expriment pour considérer que il vaut mieux pas développer des industries qui pourraient perturber la vie, les paysages, les équilibres locaux. Je crois que ça existe aussi. Mais ce que vous dites est dominant, hein, Vincent. C'est-à-dire que c'est la capacité des acteurs locaux à avoir un horizon commun et, comme le disait Caroline, et la volonté de travailler ensemble, c'est ça qui est décisif. C'est ça qui est décisif. L'aspect rejet de l'industrie peut demeurer quand même. Mais dans ce cadre, puisqu'il y a quand même un débat, et plus qu'un débat, sur le problème de l'artificialisation des terres et sur la planète qui se réchauffe, est-ce que vous avez travaillé sur l'ampleur des friches industrielles en France, sur ce qui pourrait servir au redémarrage ou une relocalisation d'industrie, et sur ce qui pourrait être justement réutilisé? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Je pense surtout au nord et à l'est de la France, mais j'imagine que c'est un peu partout d'ailleurs. Des friches industrielles, il y en a beaucoup. Elles ne se situent pas toujours là où où les industriels veulent s'implanter. C'est ça le problème. Mais vous avez tout à fait raison. L'existence de friches industrielles est peut-être un atout pour des territoires parce que là, il n'y a plus de problème de disponibilité du sol. Si ce n'est qu'il faut dépolluer parfois des sols très chargés, etc. Mais vous savez, il y a aussi des friches industrielles. Si vous allez à la Bresse dans les Vosges et dans la vallée, vous avez des usines qui sont toutes à vendre. Quel industriel va avoir envie de s'installer là-bas, dans ces vallées étroites? Je constate que la coutellerie à Thiers a quitté la vallée où il y avait l'eau qui était formidable pour travailler le métal et s'est installée dans la plaine et que la principale usine de coutellerie de Thiers maintenant n'est pas du tout dans les lieux historiques. Elle est à l'extérieur parce que c'était des conditions d'implantation qui n'étaient pas du tout adaptées pour l'industrie moderne. Donc je pense que les friches industrielles, c'est important, mais ça ne peut pas, ça ne peut pas être la seule solution. Il faut accepter que l'on puisse implanter de l'industrie là où il n'y en a pas eu dans le passé. Et je pense qu'il faut faire comprendre cela. Alors on peut trouver des compensations en termes de terrain. Et certaines friches industrielles, d'ailleurs, peuvent être utilisées comme compensation en termes de terrain. On peut les renaturaliser. Par ailleurs, la Fabrique de l'Industrie a commencé un travail en partenariat avec le programme du PUCA qui s'appelle la ville productive. Et dans ce cadre-là, on suit des équipes de chercheurs qui travaillent sur la problématique du maintien et du retour des activités productives en ville. Donc, on va aborder la thématique, effectivement, notamment du foncier industriel dans les zones peut-être périphériques, voire métropolitaines. Donc, on s'éloigne un tout petit peu des friches, mais on va pouvoir traiter un peu cette problématique durant la prochaine année. C'était le mot de la fin. Bon, écoutez, merci à toutes et tous de votre participation. Pour en savoir davantage sur
le contenu de cette note, pour y accéder d'ailleurs, elle est normalement déjà disponible sur le site web. Vous pouvez évidemment demander à ce qu'on vous en envoie des exemplaires. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous remercions vivement de votre participation.